Paris retenu sous la peur pendant 4 longues années. Et puis, en quelques jours, tout changea. Comment une ville entière est-elle passée de l'ombre à la lumière? Août 1944. La France est encore marquée par la guerre. Les rues de Paris, habituellement pleines de rires et de cafés, résonnent des pas des soldats et des murmures de la résistance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Paris et toute l'Île-de-France ont vécu les jours décisifs de la libération. Nous verrons les histoires de courage, les choix impossibles, et comment cette transformation a changé l'âme de la région pour toujours. Restez avec moi. Vous allez voir des visages, des ruelles et des émotions qui font de ces jours un chapitre unique de l'histoire française. Le 19 août 1944, le soleil se lève timidement sur les toits gris de Paris. Dans les rues étroites du Marais, une vieille femme regarde par la fenêtre, serrant un chiffon contre sa poitrine. Elle entend le bruit des bottes allemandes et la rumeur des résistants qui s'organisent. Son nom est Madame Lefebvre. À 62 ans, elle connaît la peur, mais elle connaît aussi le courage. Elle se souvient des premiers jours de l'occupation, quand elle voyait ses voisins disparaître, emportés par la Gestapo. Dans le quartier de Montmartre, un jeune homme de 22 ans, Henri, ajuste son béret et vérifie son fusil. Il est membre du réseau franc-tireur. Depuis des semaines, il planifie des attaques surprises, des sabotages sur les voies de chemin de fer et des interceptions de convois allemands. Son cœur bat fort. Il pense à sa sœur, Lucie, qui vit dans le 11e arrondissement. « Si nous échouons, elle pourrait disparaître », murmure-t-il pour lui-même. À l'extérieur, les rues sont silencieuses, presque irréelles. Mais sous ce calme apparent, une tempête se prépare. Les résistants savent que l'heure approche. Les Alliés avancent depuis le nord et Paris est au bord du chaos. La ville entière semble suspendue entre la peur et l'espoir. Chaque pas dans les rues pavées étant à la fois un acte de survie et un acte de défi. Dans les casernes allemandes, les officiers se sentent en danger. Ils entendent des rumeurs d'insurrection à chaque coin de rue. L'un d'eux, le commandant Fischer, consulte ses cartes. Son regard glisse sur les symboles, marquant les positions des résistants. Ils ne savent pas ce qui les attend, pense-t-il, sans réaliser que la détermination des Parisiens dépasse de loin leur peur. La veille de l'insurrection, Henri rencontre ses compagnons dans une cave sombre. La lumière d'une unique ampoule tremble au-dessus de leur tête. Ils parlent à voix basse, mais leurs mots sont lourds de courage et de peur. Demain, Paris doit se réveiller. Nous ne pouvons plus attendre. Et si nous échouons, murmure un jeune membre. Alors, nous échouerons en sachant que nous avons essayé. Et c'est tout ce qui compte. Le cœur d'Henri s'alourdit à cette pensée. Il pense à la ville qu'il aime, au café du quartier latin, aux librairies anciennes de Saint-Germain. Il se promet que, même si cette nuit est sombre, elle ne détruira pas l'esprit de Paris. Dans les jours précédents, les habitants de l'Île-de-France ont vécu des situations extrêmes. Les pénuries, les arrestations, les dénonciations, chaque lettre reçue ou non reçue, chaque visite d'un officier rallement, était un test de patience et de courage. Dans certaines communes autour de Paris, les fermiers se cachent avec leur bétail,
Les églises offrent un refuge et les écoles ferment leurs portes pour protéger les enfants. Ces actions, parfois anodines, deviennent des actes de résistance. À l'aube du 20 août, Paris est prêt. Les barricades s'érigent dans les rues étroites. Les pavés sont arrachés. Les voitures abandonnées forment des obstacles. Les jeunes résistants, comme Henri, portent des brassards tricolores improvisés, symboles d'un espoir renaissant. Dans les cafés désertés, les habitants préparent du café et du pain, non pas pour eux-mêmes, mais pour les combattants qui viendront réclamer la liberté. Dans une ruelle proche de la Seine, Madame Lefebvre entend des cris. Elle aperçoit des silhouettes se masquer qui courent, portant des armes. Son cœur se serre, mais son visage se durcit. Elle sait que le moment de vérité est arrivé. Elle ferme sa fenêtre, prend une profonde inspiration et se joint à ceux qui luttent, même si ce n'est que par son courage silencieux. Les jours suivants, l'Île-de-France devient un théâtre vivant de courage et de chaos. Des affrontements éclatent aux intersections, des coups de feu résonnent dans les passages. Et pourtant, au milieu de la peur, naît un sentiment incroyable. La liberté approche. Les habitants commencent à réaliser que la ville, longtemps sous la domination allemande, peut se redresser, que la lumière peut revenir derrière les façades grises. Les premiers coups de feu retentissent dans le quartier du Marais. Henri serre son fusil, le souffle court, tandis que ses compagnons avancent en silence. Chaque pavé retiré pour une barricade semble une promesse. Nous tiendrons, même si cela nous coûte tout. Dans une petite rue adjacente, Pierre, un boulanger de 35 ans, observe depuis sa boutique. Ses mains tremblent, alors qu'il verse de la farine sur le comptoir. Il se souvient de son frère, disparu dans les rafles de l'année précédente. Une colère froide monte en lui. Il décide de rejoindre la résistance, prêt à risquer sa vie pour protéger ceux qui restent. À Saint-Lazare, les soldats allemands tentent de reprendre le contrôle. Ils avancent en formation, confiants dans leur supériorité, mais les habitants connaissent chaque ruelle, chaque recoin. Les barricades, les jeunes hommes armés et les civils courageux craignent un labyrinthe que les envahisseurs ne peuvent traverser sans difficulté. Les cris des combats se mêlent au bruit des tramways abandonnés et au son de verres brisés. Henri et ses camarades franchissent une intersection sous le feu. Ils voient un jeune garçon, à peine 14 ans, transporter des munitions pour les résistants. Ses mains sont sales, mais ses yeux brillent d'une détermination que même la peur ne peut éteindre. Henri songe, si ces enfants peuvent tenir, pourquoi nous, adultes, devrions-nous faiblir? Pendant ce temps, dans le 16e arrondissement, Madame Lefebvre aide à évacuer des voisins. Chaque porte qu'elle ouvre est un choix, protéger ou se mettre en danger. Elle entend un bruit derrière elle, se retourne et aperçoit un soldat allemand. Son cœur s'arrête, mais il s'éloigne, surpris par les cris et le tumulte du quartier. Elle continue, chaque pas un acte de défi silencieux. Le problème pour les résistants n'est pas seulement les soldats allemands. C'est aussi la peur qui s'insinue dans chaque maison, chaque boutique, chaque ruelle. La ville est sur le point de basculer, et la moindre erreur pourrait coûter des vies. Henri sait qu'ils doivent tenir jusqu'à l'arrivée des Alliés. Mais chaque minute est un combat contre l'angoisse
et la fatigue. Dans le quartier latin, une scène se déroule qui résume parfaitement l'esprit de ces jours. Un petit groupe de résistants tente de reprendre un carrefour stratégique. Ils sont moins nombreux, mais leur détermination est immense. Un officier allemand s'avance, confiant, et lance un ordre. La réponse ne se fait pas attendre. Un jeune homme répond par un tir précis. L'officier tombe. Le silence retombe quelques secondes. Puis, les barricades se renforcent, comme si Paris elle-même respirait et protégeait ses habitants. La transformation de la ville ne se fait pas uniquement dans les rues. Les habitants se racontent des histoires, se soutiennent, partagent des rations et improvisent des soins pour les blessés. Dans chaque maison, une énergie nouvelle circule, celle de l'espoir et du courage collectif. On sent que chaque action, même la plus petite, contribue à la grande libération. Dans une vieille librairie de Saint-Germain, Claire, une étudiante de 19 ans, regarde par la fenêtre. Elle voit les barricades, les fumées et les silhouettes armées des résistants. Elle pense à sa mère, à ses frères et sœurs, et à la ville qu'elle a toujours aimée. Une pensée revient sans cesse. Nous devons reprendre Paris. Nous devons récupérer notre liberté. Avec un souffle tremblant mais déterminé, elle se joint à ceux qui luttent, portant des messages entre les rues, informant les groupes des mouvements allemands. Le cœur d'Henri bat à tout rompre lorsqu'il entend la rumeur des Alliés approchant de la périphérie de Paris. Il imagine les chars roulant sur les boulevards, les avions survolant la ville et les cloches des églises sonnant la libération. Mais avant cela, il reste conscient que la victoire ne se gagne pas sans sacrifice. Chaque rue, chaque barricade, chaque civière est une bataille, et chaque visage qu'il croise porte la fatigue et la peur de ces journées terribles. À l'hôpital de la Pitié, les médecins et infirmiers improvisent des postes de secours pour les blessés des combats. Le personnel, épuisé, trouve une énergie nouvelle dans le courage de ceux qu'ils soignent. Les patients, civils ou résistants, racontent leurs histoires, partagent leurs pertes, mais surtout leur espoir. Le simple fait de survivre devient un acte héroïque. Dans les villes périphériques de l'Île-de-France, les mêmes scènes se répètent. Les villages voisins envoient des renforts, des provisions et parfois des combattants. Chaque geste, chaque acte de solidarité renforce la conviction que la région tout entière aspire à la liberté. Les champs, les forêts et les petites routes deviennent autant de terrains de résistance et de mémoire. L'intensité de ces jours est telle que certains habitants font des flashbacks involontaires. Madame Lefebvre se souvient des premiers bombardements, des alertes aériennes, des nuits blanches passées à protéger ses voisins. Henri repense aux premières arrestations de son réseau, aux trahisons, au moment où tout semblait perdu. Mais au milieu du chaos, une idée persiste. La liberté est à portée de main. Et Paris n'abandonnera jamais son âme. Puis vient la nuit du 24 août. La tension est à son comble. Les combats s'intensifient dans chaque arrondissement. Henri, épuisé mais déterminé, regarde autour de lui et voit ses camarades tomber. Certains sont blessés, d'autres meurent. Chaque perte est un coup au cœur, mais elle renforce la détermination de ceux qui restent. Chaque pas vers l'ennemi est un pas vers la renaissance de la ville. Au matin du 25 août,
quelque chose de presque magique se produit. Les habitants commencent à sortir de leur maison, d'abord timidement, puis avec une confiance croissante. Les drapeaux tricolores apparaissent sur les balcons et les fenêtres. Des chants résonnent dans les rues, couvrant peu à peu le bruit des derniers combats. Les Allemands, confrontés à cette vague de détermination et à l'arrivée des Alliés, commencent à se retirer. Henri, le visage noirci par la poussière et le feu, respire profondément. Il regarde autour de lui et voit la ville changer sous ses yeux. Les ruelles sombres s'illuminent par la joie et le soulagement. Madame Lefebvre, maintenant dehors, serre la main de ses voisins. Leurs regards disent tout. Ils ont survécu, et Paris renaît. Les premiers chars alliés apparaissent au loin sur les boulevards de Paris. Le bruit métallique résonne à travers les rues étroites, et chaque habitant retient son souffle. Henri s'avance avec son groupe, le cœur battant, tandis que Madame Lefebvre, Lucie et d'autres habitants observent depuis les balcons. Pour la première fois depuis des années, une lumière semble percer l'ombre. Dans le 7e arrondissement, le colonel américain Thompson descend de son char, le visage marqué par la fatigue et les jours de combat. Il regarde les rues bordées de barricades et voit des civils qui l'acclament. Il comprend que Paris n'est pas seulement une ville à libérer, c'est un symbole, un cœur battant qui a résisté malgré tout. Chaque pas ici est une victoire de courage, pense-t-il. Dans une ruelle du Marais, Henri croise un camarade blessé. Les bandages sont ensanglantés, mais ses yeux brillent d'une fierté silencieuse. « Nous y sommes presque », murmure Henri, la voix tremblante. « Je sais, nous avons tenu », répond son camarade, essoufflé. À ce moment, un officier allemand, le commandant Fischer, comprend que la bataille est perdue. Il regarde les rues envahies par les civils et les résistants, et les chars alliés approchant. La fierté et la peur se mêlent dans son regard. Il sait que toute décision sera jugée par l'histoire. Dans un dernier geste, il ordonne la reddition de ses forces, et un silence s'installe, presque irréel, dans la ville. Le clou dramatique de ces journées survient sur les Champs-Élysées. Les habitants se rassemblent, certains encore en larmes, d'autres riant malgré l'épuisement. Les drapeaux tricolores flottent partout, et les cloches des églises sonnent à toute volée. Les chars alliés avancent lentement, entourés par la foule qui acclame la liberté retrouvée. Madame Lefebvre regarde Henri, son visage illuminé par un mélange de soulagement et de fierté. Elle pense à toutes ces années de peur et de privation, et à quel point le courage collectif a transformé leur ville. Dans le quartier latin, Claire transporte les messages entre les groupes de résistants. Elle observe les dernières patrouilles allemandes quitter les rues. Les visages des civils expriment un mélange d'incrédulité et de joie. Certains tombent à genoux, d'autres s'embrassent. Et partout les enfants courent avec des drapeaux improvisés. Les souvenirs des bombardements et des privations semblent s'effacer dans la lumière de ce jour nouveau. Henri, enfin, monte sur une barricade pour observer la scène. La scène scintille sous le soleil. Les façades des immeubles reprennent vie, et le parfum des boulangeries et des cafés revient timidement. Il pense à toutes les personnes disparues, à celles qui ont sacrifié leur vie pour cette liberté.
Dans un murmure presque inaudible, il dit « Nous avons récupéré Paris, mais à quel prix ?» Les transformations de la ville ne se limitent pas aux rues. Les habitants, galvanisés par cette victoire, commencent à réparer les bâtiments endommagés, à réouvrir les commerces et à reconstruire une vie quotidienne qui semblait perdue. Dans les villages périphériques de l'Île-de-France, les écoles rouvrent, les marchés reprennent et la région entière retrouve peu à peu un rythme normal. Mais une nouvelle identité émerge, celle d'une population qui a résisté, souffert et survécu. Dans les mois qui suivent, la mémoire de ces jours reste vivante. Les habitants racontent leurs histoires, les jeunes générations écoutent et apprennent. Les monuments érigés, les plaques commémoratives et les noms de rues deviennent des témoins permanents de la résistance et du courage. Paris, et plus largement l'Île-de-France, ne sera plus jamais la même. L'occupation a laissé des cicatrices, mais la libération a gravé dans le cœur de tous un sentiment indélébile de liberté et de solidarité. Madame Lefebvre, assise sur un banc du jardin des Tuileries, se souvient de chaque détail. Les rues sombres, les nuits silencieuses, les barricades et le fracas des combats. Elle sourit doucement, pensant au visage de ses voisins, à Henri et aux résistants. Nous avons survécu ensemble, nous avons changé ensemble, et Paris ne mourra jamais tant que nous nous en souvenons. Henri, de son côté, arpente les boulevards avec une émotion mêlée de joie et de tristesse. Il pense à tous ceux qu'il a perdus, mais aussi à ceux qui ont permis à la ville de respirer à nouveau. Il comprend que la liberté est fragile et qu'elle doit être protégée. Mais il sait aussi que les jours de courage et de résistance resteront gravés pour toujours dans la mémoire collective de Paris et de toute l'Île-de-France. Les commémorations commencent rapidement. Des cérémonies se tiennent dans les mairies, les églises et les places publiques. Les habitants déposent des fleurs, récitent des noms et racontent des histoires. Chaque événement est un rappel que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle se mérite et qu'elle se défend. Ces gestes simples deviennent le ciment de la nouvelle identité de la région. Dans les rues animées par la reconstruction, un dialogue se forme naturellement entre générations. Les anciens racontent à nos enfants la peur et le courage, les sacrifices et la solidarité. Les enfants écoutent, captivés par ces récits qui rendent que les pierres de la ville vivantes. La mémoire devient un lien entre le passé et le futur, une manière de transformer la douleur en force et en espoir. À mesure que les jours passent, Paris retrouve sa splendeur. Les cafés s'ouvrent, les marchés fleurissent et le théâtre, la musique et l'art reprennent leur place. Mais la ville porte désormais un nom invisible, celui de la résilience. Les habitants, ayant vécu la peur et le courage, ont transformé chaque pavé, chaque balcon et chaque pont en symbole de liberté. Dans les semaines qui suivent, Paris et toute l'Île-de-France continuent de se transformer. Les cicatrices visibles de la guerre, les bâtiments endommagés, les rues encore marquées par les barricades sont lentement réparées. Mais ce qui se passe dans le cœur des habitants est encore plus profond. La peur laisse place à la fierté, l'angoisse à la détermination, et l'ombre de l'occupation se transforme en mémoire vivante. Henri marche sur les quais de la Seine, observant les bateaux qui reprennent leur rythme normal.
Il pense aux jours passés, aux combats, aux camarades tombés et aux civils qui ont bravé la peur. Chaque pierre, chaque ruelle raconte une histoire. Il comprend que la transformation de Paris n'est pas seulement physique. Elle est dans la manière dont les habitants voient leur ville, leur région et leur avenir. Madame Lefebvre, elle, participe aux réunions du conseil de quartier. Elle raconte son expérience, les choix qu'elle a dû faire, les sacrifices consentis. Les plus jeunes écoutent attentivement, fascinés par le courage ordinaire de personnes comme elle. Dans les écoles, les enseignants commencent à intégrer ces récits dans les leçons, transmettant aux enfants l'importance de la solidarité et de la résistance face à l'oppression. Au-delà de Paris, dans les villages et petites villes de l'Île-de-France, la reconstruction est rapide mais consciente. Les habitants ne cherchent pas seulement à réparer ce qui est cassé. Ils veulent que cette région reflète leur identité renouvelée. Les places publiques sont reconstruites avec soin. Les marchés reprennent leur rôle social et des monuments sont érigés pour commémorer les actes de bravoure des habitants et des résistants. Chaque décision, chaque geste rappelle que la liberté a un prix et qu'elle mérite d'être honorée. L'une des transformations les plus profondes se voit dans les rues elles-mêmes. Là où il y avait des barricades et des ruines, on trouve désormais des drapeaux, des cafés ouverts et des sourires. Les habitants prennent conscience que la ville est vivante grâce à leur courage collectif. Chaque détail, chaque pierre raconte l'histoire d'une ville qui a refusé de plier. Les visages des Parisiens portent désormais un mélange de mémoire et d'espoir, un témoignage de la résilience qui définit l'Île-de-France. Dans les cafés de Montmartre et du quartier latin, les conversations changent de ton. Les habitants parlent d'avenir, d'art, de commerce et de culture. Mais ils se souviennent aussi des combats et des sacrifices. Henri, assis à une table, observe les passants et sourit doucement. Il comprend que la libération n'était pas seulement une victoire militaire, mais la renaissance d'un esprit collectif, d'une identité régionale forgée dans l'épreuve. Les cérémonies de commémoration deviennent un moment clé pour la ville. Sur les places publiques, les habitants déposent des fleurs et se recueillent. Des plaques racontent les histoires des résistants, des civils et de ceux qui ont perdu la vie. Ces gestes simples permettent de transformer la douleur du passé en un souvenir vivant, en un hommage à la bravoure et à la solidarité. Les noms gravés sur ces monuments ne sont pas seulement des noms. Ce sont des symboles d'un esprit qui refuse de disparaître. Dans les champs et les villages périphériques, les familles reprennent leurs activités agricoles. Les écoles rouvrent, les marchés fleurissent et la vie reprend son cours. Mais la mémoire reste présente dans chaque geste, chaque tradition et chaque cérémonie. Les habitants, savant que l'occupation et la libération ont façonné leur identité de manière indélébile. L'Île-de-France n'est plus seulement un espace géographique, c'est un symbole vivant de résilience, de courage et de liberté. Henri et Madame Lefebvre se croisent sur un pont, surplombant la Seine. Ils échangent un regard silencieux, chargé d'émotion. Chacun sait que ce qu'ils ont vécu ne pourra jamais être oublié. La ville entière, avec ses rues, ses places et ses habitants,
porte désormais un héritage de courage et de transformation. Ce n'est plus simplement Paris que le monde connaît. C'est une ville qui a vécu l'oppression, qui a résisté et qui a renaît dans la lumière de la liberté. Le récit de ces journées continue de résonner dans les générations suivantes. Les enfants qui grandissent après 1944 apprennent à connaître leur histoire à travers les voix de ceux qui ont tout risqué. Les habitants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, comprennent que l'identité de l'Île-de-France est désormais liée à ces événements, une identité forgée dans l'ombre et renforcée par la lumière. Ainsi, la libération de Paris et de l'Île-de-France n'a pas seulement marqué la fin d'une occupation, elle a transformé une région entière. Chaque ruelle, chaque pont, chaque place raconte une histoire de courage et de résistance. Les habitants ont appris que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut persister et que la solidarité est la force la plus puissante pour reconstruire et redéfinir une communauté. Et aujourd'hui, lorsque l'on marche dans les rues de Paris, que l'on traverse les ponts de la Seine ou que l'on se promène dans les villages environnants, on peut sentir cette histoire. Chaque pierre, chaque monument, chaque souvenir évoque le courage des habitants, la force de la résistance et la lumière retrouvée après l'obscurité. Henri, assis sur un banc, regarde le soleil se coucher sur Paris. Il se souvient de tout, la peur, les combats, les pertes et la joie immense de la liberté retrouvée. Il sait que la ville et la région ont changé à jamais et que chaque génération doit honorer cette mémoire. Madame Lefebvre, à ses côtés, sourit doucement, un sourire de reconnaissance pour tout ce que Paris a traversé et surmonté. Et tandis que les cloches sonnent à nouveau, que les cafés s'animent et que les enfants jouent dans les rues, il devient clair que cette transformation ne se limite pas aux bâtiments ou aux boulevards. Elle vit dans le cœur de chaque habitant, dans chaque geste de solidarité, dans chaque regard tourné vers l'avenir. L'Île-de-France est libre et elle porte fièrement l'empreinte de ceux qui ont tout donné pour que cette liberté existe. Abonnez-vous pour ne jamais oublier cette histoire de courage et de transformation.